Un des SUV les plus vendus sur la planète reste toujours le Honda CR-V. Mais pour quelle raison? Découvrons-le avec Thomas, 4K plein écran. Allons-y ensemble vers l'avant. Et vraiment, je dois dire, j'adore. Pas seulement que c'est un joli bleu, mais regardez cette calandre avant. Elle a l'air vraiment robuste et presque genre tout-terrain, alors que de plus en plus de SUV prennent une direction très arrondie et aérodynamique. Celui-ci avec un design vraiment cool, robuste, et aussi avec l'intégration des feux de jour. Alors, j'adore son design. C'est aussi une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent encore le CR-V. Ici, sur le profil latéral, on peut voir 4,71 mètres ou 185 pouces. C'est environ 8 cm ou 3 pouces plus long que le prédécesseur, donc un petit peu plus long qu'avant. Des roues ici, dans ce cas, noires de 18 pouces, vous pouvez aussi obtenir de 19 pouces. Dans ce cas, des pneus hiver et encore une fois, un design très droit, plus axé sur l'espace à l'intérieur, car la deuxième raison pour laquelle les gens optent pour le CR-V, c'est qu'il a une taille idéale. Il n'est pas trop grand, mais il n'est pas trop petit non plus. Et il a toujours beaucoup d'espace à l'intérieur, donc les familles choisissent aussi le CR-V. Ici, à l'arrière, le design vertical des feux arrière, je pense que c'est aussi plutôt serré. Attendez un moment. Ça ne vous rappelle pas Volvo, vous savez, le Volvo XC60? Michel a aussi vu ça. Ouais, définitivement un design Volvo à l'arrière, mais je veux dire dans le bon sens, vous savez, n'est-ce pas? Ici en bas, ce sont de purs faux échappements. Au fait, ici, il est écrit CRE AWD. Donc, c'est une version à traction intégrale avec l'hybride intégré capacité de 750 kg. Avec l'hybride rechargeable, c'est en fait le double, 1,5 tonnes. Et puis, encore, une fois de plus, différent pour le moteur à essence pure que nous avons aux États-Unis. Vous pourriez bien le constater à l'avant, vous pouvez voir des voies plus larges maintenant. Et nous verrons dans la partie conduite si cela se traduit également par une meilleure conduite. Sur le grand marché européen strictement, l'hybride intégré, cela fonctionne de manière très intéressante, de 3 manières différentes. Il peut alimenter directement les roues, le moteur à combustion. Il peut fonctionner à l'électrique et aussi le moteur à combustion peut servir de générateur. Donc, 3 manières différentes de conduire avec ça. Et puis, il y a aussi maintenant un hybride rechargeable disponible. Donc, vous pouvez le recharger de l'extérieur. Cependant, l'hybride intégré sera le moteur le plus important en termes de vente. Clé, rien de spécial, mais rien de mauvais non plus. Vérifions le bruit de la fermeture de porte. C'est en fait agréable et solide. Aussi ici, avec les écarts de panneaux et ainsi de suite. Aussi très massif cette poignée de porte. Puis à l'intérieur des portes, c'est aussi un toucher doux. Regardez cette entrée ici, magnifique. Aussi la poignée. La galvanisation s'étend aussi au levier, rendant la qualité extrêmement appréciée. Juste pas de feutre à l'intérieur ici. Oui, mais jusqu'ici, ça a vraiment l'air bien. Ensuite, le volant avec de vrais boutons de contrôle. Design simple, volant chauffant et bouton malin sur le volant. J'adore ça. Et ils ont cette structure en maille ici sur le tableau de bord, ici aux aérations par exemple. On continue vers le cockpit. Et une touche douce aussi sur la partie supérieure ici, avec une structure. Cela semble de bonne qualité. Le seul truc, c'est qu'ici, en Europe, ces sièges sont uniques. C'est un mélange de simili-cuir et de cuir animal. Même les sièges en tissu l'étaient. Vous pouvez les avoir aux USA, je pense vraiment. Ils devraient également les offrir en Europe pour mieux respecter les animaux. Alors, c'est la version toit panoramique. Reste de l'espace au-dessus. Un toit panoramique. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Waouh, en fait, ça ne fait pas tant de bruit que ça, le mécanisme, et ça s'ouvre assez largement. Voilà. Alors, j'aime ça. Oui, un CR-V cabriolet. Vous pouvez aussi utiliser le store électrique pour le toit panoramique d'ailleurs, donc quand il fait vraiment, vraiment beau. Alors ici, le cockpit, ça a vraiment un air de luxe, je dois dire. Regardez ça. Ici, cette structure en maille fait penser à une voiture de sport. Et puis, encore une fois, le tableau de bord au toucher doux. Et vous commenceriez dans certaines versions de base, par exemple sur le marché nord-américain, avec un écran de 7 pouces. Ceci est l'écran de 9 pouces standard en Europe. Et il possède toujours une commande manuelle ici, avec le bouton de volume. C'est top. Voyez ici Apple CarPlay, Android Auto, aussi disponible sans fil. Le menu Honda, dans son essence même, reste assez simple, très direct, sans aucune complication. Nous pouvons par exemple jeter un œil à ce compteur de flux d'énergie quand nous conduirons la voiture plus tard. Et si vous voulez aller au menu principal, appuyez sur le bouton. Waouh, je veux dire, j'adore vraiment cette interface utilisateur si directe qui continue dans la partie inférieure, comme celle-ci, ici. Et une fois de plus, Honda dit, nous allons adopter ici les commandes Audi pour l'unité de climatisation
et aussi pour la vitesse du ventilateur. Cela semble haut de gamme. Oui, chauffage, refroidissement des sièges, commande individuelle, c'est mon souhait pour la voiture, une interface simple. Dans la zone basse, chargement via USB-A ou USB-C. Tapis de chargement par induction, non refroidi. La sélection des vitesses est un peu étrange, mais encore une fois, pas trop compliqué. Vous savez, comme ça, vous mettez la marche arrière. Stationnement, conduite, et pour le point mort, c'est aussi possible. Vous tirez longuement et puis la sélection du mode de conduite se trouve ici, sur le côté droit. Donc, en mode sport, si vous avez une suspension adaptative, la suspension deviendrait également un peu plus rigide. L'hybride intégré n'offre pas cela, alors que le rechargeable propose une suspension adaptative. Mais ce que vous obtenez en standard, ce sont des amortisseurs adaptatifs en fréquence. Cela signifie qu'ils s'adaptent en fonction de l'impact reçu par les amortisseurs. Et ouais, BMW vend ça comme une suspension non évolutive et ce n'est pas différent de cela. C'est vraiment plutôt cool en fait. Puis cette grande console centrale ici avec le revêtement en simili-cuir. D'accord, vous pouvez la bouger un peu à gauche et à droite, mais la qualité de construction reste assez bonne. Beaucoup d'espace en dessous, c'est vraiment bien. Cet intérieur est tellement polyvalent et utilisable. Ici, les porte-gobelets. Regardez ici. Ils conviennent bien à différentes tailles. Ils sont aussi quelque peu adaptatifs. Donc, je suis globalement très satisfait du cockpit jusqu'ici. Le volant bouge vers l'intérieur et l'extérieur, monte et descend. Aussi très lisse, sans résistance. Oh, et ce bouton d'alimentation ici s'illumine en rouge. Les instruments numériques sont très clairs à lire et vous pouvez aussi changer le contenu depuis le volant, ce que vous voulez voir ici. Donc ici, avec votre pouce droit, vous contrôlez le contenu et ensuite vous pouvez aussi activer ou désactiver l'affichage tête haute. Sympa ici, c'est raccourci sur la colonne de direction. Quand j'appuie là à droite de ma main, je vais direct à la vue caméra. Et je peux aussi changer entre vues de la caméra. Ceci est montré ici comme la roue droite et à gauche. Ainsi, vous évitez d'abîmer ces alliages. Et avec mon pouce gauche, je peux directement sauter ici à la vue du moniteur d'angle mort. Alors, quand Michel ouvre sa portière côté passager, montrant toujours l'angle mort. Siège arrière d'abord, regardez ça, la porte arrière s'ouvre presque à 90 degrés. Idéal pour installer et retirer les sièges d'enfants et aussi touche douce ici sur les portières arrière à l'intérieur. Excellente qualité de fabrication, incluant un chauffage de siège. Conduisant, même en tant que personne très grande, j'ai amplement d'espace pour les jambes. Rappelez-vous, l'empattement a augmenté ici. La hauteur sous plafond est juste avec le toit panoramique. Derrière, c'est un peu mieux alors. Il reste de l'espace alors. Si vous voulez plus d'espace, alors vous ne prendriez pas le toit panoramique. Globalement, l'espace est vraiment bon, les sièges sont assez hauts, donc encore une fois, bien pour les enfants en fait. Et un confort décent, une fois de plus. Je suis vraiment étonné par la qualité de construction intérieure ici chez Honda. Chargement USB-C dans la partie inférieure. Ensuite, nous pouvons rabattre ceci. Cela n'a cependant pas de porte-gobelet adaptatif. C'est vraiment intéressant, vous ne pouvez pas incliner les sièges, mais le mécanisme utilisé est cool. Alors prenez celui-ci, puis vous pouvez ajuster l'angle, le rendre plus droit ou le mettre complètement à plat. C'est comme une position de sommeil, très rare que nous voyions cela. Observez comment la base de l'assise se transforme et devient tout à fait plate. C'est un bon mécanisme, toute la zone devient alors plus plate, ce qui facilite le chargement des objets. Le coffre fait environ 600 litres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hybride intégré a un peu moins d'espace de chargement que l'hybride rechargeable. Alors, je vais vous dire pourquoi, tout comme le couvercle ici, puis environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur. C'est bon. Donc, un ensemble de bagages complet ici, pour montrer un exemple. Vous avez vu qu'ils utilisent toute la hauteur. Ici, vous pouvez voir que nous avons une petite marche, mais elle est en fait joliment couverte. Et ensuite, nous avons les 2 tiers repliés. Et la longueur totale jusqu'au siège avant ici est d'environ 185 ou 73 pouces. C'est donc en fait très bien. Et pour tous les propriétaires de chiens, en particulier ici, 83 cm ou 32 pouces en hauteur. Donc, très bien utilisable. C'est encore la 3e raison pour laquelle les gens le choisissent. Beaucoup d'espace réservé pour les bagages. C'est en fait assez simple, pas compliqué vraiment. Ça contient beaucoup en dessous d'ailleurs. Un peu plus d'espace disponible. En fait, l'hybride intégré dispose de la batterie positionnée sous ce plancher précis. C'est pourquoi vous perdez un peu de volume de bagages en dessous. L'hybride rechargeable aurait la batterie dans le centre sous-plancher du véhicule.
C'est pourquoi ici, vous gagnez un peu plus de litres, mais l'utilisabilité au quotidien est plus ou moins la même. Puis-je me tenir sous ici? Je peux pousser un peu plus vers le haut, alors je peux aussi me tenir en dessous. Et si vous voulez sécuriser cette position ici, il est aussi indiqué maintenir pour régler la hauteur. Le premier fabricant que je vois le faire, voilà. Et ensuite, lorsque vous l'avez maintenu, vous avez alors sauvegardé cette position pour la prochaine fois. Honda CR-V, toute nouvelle génération, avec un hybride intégré. Passons en mode sport et faisons de l'accélération à partir de 0. Voyons comment ça se passe. Oh, oh! Plop, ça fait 90. Et ici, on peut directement utiliser ce petit circuit d'essai qu'ils ont ici chez Honda Allemagne et voir comment ça se comporte. Donc, en réalité, la direction semble être plutôt bonne. Ça ne paraît pas être le plus agile. Tout le véhicule conduit mieux et plus sportivement qu'avant. Penche un peu dans le virage. La suspension n'est pas réglée sur le mode le plus sportif, je dirais. Mais dans l'ensemble, c'est en fait plutôt bon. Ce n'est pas le véhicule où vous diriez, genre, le plaisir de conduire et l'agilité de conduite sont le principal objectif. Il s'agit plus de rouler droit, autoroute et d'être à l'aise. Et pour cela, la suspension est aussi réglée sur la bonne note, je dirais. Assurément, elle procure sans doute meilleure sensation de conduite que l'ancienne. Nous prévoyons également de prendre l'autoroute pour notre voyage. Mais oui, sans aucun doute, je dois admettre que cela ne procure pas la sensation la plus sportive, ni même la plus agile que l'on puisse expérimenter. Là, par exemple, les concurrents allemands seraient meilleurs en ce qui concerne la sensation de conduite sportive. Mais alors ici, avec l'interface utilisateur simple, j'adore vraiment cette approche de Honda parce que, surtout en conduisant, c'est tellement facile de contrôler l'unité de température ici. Et maintenant, souvent, cela semble avoir disparu. Maintenant, vous pourriez entendre que je suis en mode de conduite EV. Donc, lorsque vous conduisez à des vitesses vraiment lentes, en manœuvrant la voiture pour entrer et sortir d'un parking, elle passe généralement en mode EV pour économiser un peu de carburant et aussi pour être silencieux dans le quartier et ainsi de suite. Et dans la génération précédente, la transmission directe, celle où le moteur à combustion entraîne directement les roues, n'était disponible qu'à des vitesses autoroutières. Maintenant, elle est également disponible à des vitesses plus lentes, donc on peut aussi avoir ce moniteur ici, le moniteur de flux de puissance. Mais alors, la voiture elle-même fonctionne à l'électrique. Et ça change constamment selon ce qui est vraiment la meilleure solution pour cet instant précis. Mais le mieux pour un client, c'est probablement de ne pas s'en préoccuper et de simplement conduire le véhicule. Les chiffres d'accélération sont tous autour de 9 secondes. D'ailleurs, la version à traction avant est un peu meilleure, comme 9 secondes, 9,5 pour la version à traction intégrale. L'overdrive ici, je l'ai aussi dans ce véhicule, fonctionne d'une manière avant plus arrière à la demande avec un embrayage. Donc, ce n'est pas un système permanent ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose d'actif, savez, d'une manière, mais pas comme cette configuration fixe. Regardez bien cela. Quand je tourne à droite, cette vue de l'angle mort est alors automatiquement activée ici. C'est un système très cool, on le connaît de Hyundai et Kia Genesis, mais ils l'ont alors dans les instruments. C'est aussi une bonne solution ici, alors dans l'écran. Donc ici, quand je tourne à droite, une fois de plus, c'est activé. Je veux dire, je le vois dans le miroir d'une certaine manière, et il y a aussi le moniteur d'angle mort dans le miroir. Cela peut avoir un effet sur l'autoroute, mais ici, c'est certainement une belle fonctionnalité de sécurité supplémentaire. Je veux dire, ce que vous avez entendu pendant l'accélération, c'était que le moteur était vraiment bruyant. C'est parce que Honda n'utilise pas comme le classique convertisseur de boîte automatique. Alors, prenons l'autoroute, toujours en mode sport. Voyons une accélération de plus sur l'autoroute à partir de 50. Allons-y. 120, 130. Ouah, je veux dire, c'est correct. Je veux dire, c'est en fait suffisant. Le moteur sonne comme une voiture de sport, n'est-ce pas? C'est vraiment cool. Ici, maintenant, à des vitesses plus élevées, 130 km à l'heure, donc environ 80 miles à l'heure. C'est en fait assez bruyant en ce qui concerne le bruit du vent. Donc ce n'est pas le meilleur, je dirais. Donc, cela pourrait être notablement plus silencieux à haute vitesse. Dans certains pays, pas de très haute vitesse sur autoroute, mais à 130 km/h, cela devrait véritablement l'être. Ici maintenant, là nous voyons le petit symbole ici. Et quand nous voyons ce petit symbole ici, cela signifie que cette transmission directe est active. Donc pour le moment, je maintiens une vitesse constante.
Et maintenant, le moteur à combustion alimente directement les roues efficacement. Voyons, quand je relâche juste un peu l'accélérateur là, alors ça disparaît complètement. Et puis, j'ai la phase de récupération, donc je récupère un peu plus de l'énergie pour recharger la batterie. Et ensuite, quand j'accélère, ouais, alors la transmission directe est activée de nouveau. Quand j'accélère plus fort, voyons voir, alors ça disparaît parce que quand je suis en accélération forte, le moteur électrique est actif et le moteur à combustion sert de générateur. Oui, c'est d'une certaine manière compliqué. On pourrait dire que c'est une excellente idée de façon à adapter la transmission de manière à être toujours la plus efficace dans chaque situation. Mais bien sûr, la question en fin de compte, est-ce que cela signifie vraiment que nous avons une consommation moindre? Nous avons testé le système auparavant et je dois dire que ce n'est pas une révolution en ce qui concerne l'économie de carburant. Oui donc, il se peut vraiment que cela soit bien pensé, mais que cela n'est pas réellement super efficace en réalité. Je souhaiterais aussi un moteur à essence de base pour le marché européen, pour le marché allemand. Je pense qu'il servirait mieux le client de cette manière. Ensuite, par exemple, proposer la motorisation hybride rechargeable. Oui, pour moi, c'est un peu trop bruyant sur l'autoroute, mais en ce qui concerne le châssis, la suspension est activée, c'est agréable, ça ne secoue pas trop. En même temps, bon, ça se conduit très bien. La suspension, je trouve, est aussi très confortable, même avec des roues de 18 pouces. Et la direction est géniale. Elle est vraiment précise et directe. En même temps, je n'ai pas besoin de trop forcer. Je pense que c'est exactement le bon réglage ici pour la direction. Et ça a toujours été le cas avec Honda, vous vous souvenez, comme la Civic, surtout la Civic Type R, exactement comme le CR-V qui n'a pas cet accent particulier sur la maniabilité dans les virages serrés. Mais globalement, en termes de conduite, je suis vraiment content. Oui, cela n'offre pas le plus de plaisir de conduire, mais en même temps, la direction est précise et le confort bon. Eh bien, la dernière raison pour laquelle la Honda CR-V fonctionne si bien à l'international est son bas prix. Donc, vous l'obtenez sur le marché nord-américain pour environ 30 000 $ et elle offre tellement pour ce prix. Alors, le rapport qualité-prix est excellent et aussi, Honda obtient généralement de très bons classements en termes de fiabilité. En Europe, ils optent désormais davantage pour cette stratégie de finition haut de gamme. Alors, en Allemagne, cela commence à 49 000 € pour l'hybride et même un peu plus, presque environnant les 60 000 € pour la version de l'hybride rechargeable. Finition haut de gamme à l'intérieur, pas de siège en tissu, toujours en peau d'animaux, et ainsi de suite. L'espace à l'intérieur. Ici, c'est vraiment une qualité de construction premium à l'intérieur. J'adore ça. Mais encore faut-il qu'elle soit aussi compétitive en termes de prix. Et ça marche sur le marché nord-américain, mais c'est vraiment critique si ça fonctionne sur le marché européen. Oui, ça je pense est le seul petit hic pour aujourd'hui. À part cela, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs SUV dans ce segment précis. Vous pouvez aussi comparer maintenant avec le VW Tigane.